Bonjour, ici Javan et bienvenue à Crémeuse ou Traditionnelle, votre émission où on analyse le traitement médiatique des sujets chauds de la grande salade de l'actualité. Cette semaine, on se demande qui a le privilège de l'attention médiatique. Elle est née à Montréal, elle a grandi au Québec, c'est le racisme. Salut Thomas. Salut Javan. Et bonjour Ikram. Bonjour Javan. Depuis le 14 février, donc depuis plus d'un mois, à tous les jours, on peut entendre parler de contrôle des armes à feu aux États-Unis. Tout ça suite à la très grave tragédie, la très grave tuerie de Parkland en Floride. On en a d'ailleurs parlé à notre dernier épisode. Les jeunes de cette école-là sont devenus des activistes du jour au lendemain, ont organisé une manifestation historique samedi dernier, March for Our Lives, à Washington, mais aussi dans d'autres villes aux États-Unis et partout dans le monde. Avec des hashtags comme Never Again, Enough is Enough, ils ont vraiment réussi à prendre un espace impressionnant dans l'espace médiatique américain, mais aussi canadien et québécois. Aujourd'hui, on veut se demander qui a le pouvoir, l'influence de justement avoir l'attention des médias pour créer des mouvements sociaux aussi importants. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça aujourd'hui? On s'intéresse à ça dans le fond de Javan, parce qu'on parle quand même de jeunes étudiants du secondaire qui, littéralement, du jour au lendemain, sont devenus énormes sur la scène même mondiale. Tu sais, on parle des États-Unis souvent, etc., du Québec aussi, mais sur la scène mondiale, ils ont une renommée maintenant, ils sont activistes, ils ont une revendication, et c'est devenu tellement rapide que c'est intéressant de se poser la question, justement. Oui, parce que la création d'un phénomène médiatique, c'est pas simple, c'est un sujet très important. Puis on veut savoir, là, je le rappelle, qui a le pouvoir, l'influence, le capital culturel, mais aussi économique de créer ce type de mouvement-là. Donc, Ikram, pour mieux comprendre l'origine de ce phénomène médiatique, tu as analysé la communauté, l'école d'où ces jeunes viennent. Oui, donc en fait, cette semaine, dans notre recherche des ingrédients qui ont constitué ce phénomène médiatique, j'ai analysé la communauté de Parkland pour comprendre un peu dans quel milieu ces jeunes avaient grandi. Parce que rappelons-le, ces jeunes, ils sont quand même dans l'adolescence et ils sont très éloquents, ils sont très efficaces à transmettre leur message à la population. Et donc, qu'est-ce que j'ai pu observer, c'est que Parkland, c'est une communauté assez riche de la Floride où le revenu médian est de 130 000 $. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'ils viennent de milieux où on leur a donné les moyens de se développer, mais aussi un milieu où on pense que ce type d'événement n'arriverait pas. Puis cette école-là, l'école d'où ils viennent, elle est particulièrement bonne. Là, je pense que c'est une des meilleures écoles publiques de la Floride. Ah oui, effectivement. Puis Ikram, à travers toute cette analyse-là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment pas enlever la crédibilité de ce mouvement-là, mais c'est vraiment de se demander comment est-ce que ces jeunes-là ont réussi à bâtir quelque chose d'aussi grand, d'aussi exceptionnel, alors que ne sont pas les premières victimes de la violence aux armes à feu aux États-Unis. C'est un phénomène qui est récurrent, mais ces jeunes-là ont vraiment réussi à bâtir quelque chose d'exceptionnel. Ils ont un privilège qu'ils ont d'ailleurs reconnu à plusieurs reprises dans des entrevues, des interventions médiatiques. On va aller en écouter quelques-unes tout de suite. What's the biggest mistake the media made in covering your situation? Not giving black students a voice. Honestly, my school's about 25% black. There is a lot of racial disparity in the way that this is covered. If this happened in a place of a lower socioeconomic status or a place where like a black community, no matter how well those people spoke, I don't think the media would cover it the same. Because we have to use our white privilege now to make sure that all of the voices that all of the people that have died as a result of this and haven't been covered the same can now be heard. The spotlight is on us. And it's awful and it's a horrible thought that we're an affluent community. That's why initially everybody followed this so closely, because this happens every day other places. It's disgusting. Every single day we have over 96 gun deaths. And if you look at a place like Chicago, if you look at a place like Liberty City, or almost anywhere that's of a lower socioeconomic status or just has more people of color, the media does not cover it the same. They cover it for one day, and it's about maybe a 30-second segment. If this happens in a place where a lot of, honestly, people in the upper middle class area of America that are predominantly white live, it gets covered for weeks, if not years. Donc, on vient de voir quand même que ces jeunes-là semblent croire qu'ils ont un certain privilège et que ça leur permet d'avoir une grande attention médiatique. Ce phénomène-là peut sembler isolé, mais est-ce que pour vous, il y a d'autres phénomènes médiatiques similaires où est-ce qu'on a pu observer des gens avec un certain privilège qui ont justement pu élever leur voix plus facilement que d'autres? Pour répondre à ta question, Javan, j'aimerais citer l'exemple de MeToo. Donc, ça fait des années, en fait, que les femmes et surtout les groupes féministes dénoncent les agressions sexuelles au travail, mais il a vraiment fallu attendre que des actrices de Hollywood dénoncent la situation, entre autres avec l'affaire Weinstein, pour qu'on puisse
finalement accorder de l'attention aux agressions sexuelles que subissent les femmes. Oui, puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose, n'est-ce pas? C'est vraiment juste se questionner sur qui peut amener ces sujets-là dans les médias, mais aussi l'angle avec lequel on va le traiter. Toi, Thomas, tu as un autre exemple dont tu voulais parler. Dans le fond, pour ajouter à ce que Ikram vient de dire, Javan, c'est que si les personnes privilégiées ne sont pas concernées dans la revendication, on disait que cette revendication-là ne se passe tout simplement pas. On peut penser, par exemple, avec Caitlyn Jenner et le mouvement trans, on ne parlait même pas de mouvement trans, dans le fond, de revendication trans, avant même que Caitlyn elle-même... On n'en parlait pas dans les médias. Ben justement, dans les médias, on n'en parlait pas Ouais. du tout. Et quand Caitlyn a fait son coming out, on peut dire, pour parler de ces revendications-là, là, tout le monde était concerné et ça s'est rendu littéralement à l'échelle globale. Oui, puis faut reconnaître quand même qu'à travers sa transidentité, elle a une réalité qui est différente de celle de la majorité des personnes trans, n'est-ce pas? Évidemment, c'est sûr. L'argent, l'accès, L'argent, par la exemple, communauté même, et justement oui. comme son pouvoir à travers les médias Oui. que les gens trans n'avaient pas Puis avant. l'accès aux soins, une Exact. certaine sécurité, Oui. un milieu sécuritaire où est-ce qu'elle n'a pas nécessairement à craindre la même chose qu'une femme trans noire. Justement, que son pauvre, intégrité, là. ouais, exact. Et donc, à travers tout ça, c'est vraiment intéressant de se poser la question sur qui a accès aux médias parce que c'est central pour savoir la manière dont on va traiter ces informations-là. Et pour vous, là, je veux revenir au sujet de cette semaine. Par rapport à ces jeunes-là qui ont eu accès aux médias, clairement, il y a un mouvement positif qui semble se passer, mais pour vous, est-ce que le traitement médiatique de ces jeunes-là a été plutôt crémeux, donc ambitieux, nouveau ou assez traditionnel? Pour toi, Ikram, comment les médias l'ont traité? Donc, c'est une question assez difficile parce que ça a été crémeux dans le sens que je pense qu'on s'est tous gavés à travers ces enfants-là, que ce soit Emma Gonzalez ou David Hogg. C'est des jeunes qui nous inspirent, qui nous motivent à justement aller marcher dans la rue pour aller mettre fin aux violences faites par les armes à feu. Cependant, le traitement reste traditionnel parce que ça fait des années que des activistes noirs se battent contre la violence faite par les armes à feu et ça fait des années qu'on ne les écoute pas. Donc, on a hâte que ce traitement médiatique change et évolue pour aussi inclure la voix des communautés un peu moins privilégiées. Et pour toi, Thomas, plutôt crémeux ou traditionnel? J'ai trouvé ça assez crémeux, Javan, dans le fond, parce qu'on a vraiment créé un mouvement de toute pièce par l'entremise des médias, donc c'est assez hors de l'ordinaire. Ça. Parfait. Merci beaucoup, Ikram et Thomas. Cette semaine, on a parlé du fait que ce n'est pas tous les groupes qui ont nécessairement le même accès aux tribunes médiatiques. Et ça, c'est important non seulement parce que ça serait idéal que tous les groupes aient une voix dans les médias, mais aussi parce que les solutions qu'on va apporter doivent être adaptées non seulement à la réalité des personnes plus privilégiées, mais de tous les groupes dans la société. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve pour un prochain épisode de Crémeuse ou Traditionnelle. Elle est née à Montréal